Bonjour à tous, merci pour votre présence lors de ce webinaire sur le mandat extrajudiciaire. Vous aurez l'occasion de poser des questions auxquelles nous répondrons en fin de webinaire si le temps nous le permet. Pour ce faire, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran et vous pouvez donc poser vos questions par écrit. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Face au vieillissement croissant de la population et au confinement récent auquel nous sommes tous confrontés, certains d'entre vous se sont sans doute demandé ce qu'il y aurait lieu de faire lorsque vous-même ou vos proches ne seront plus en mesure de gérer euh, leurs biens ou leurs personnes ou même de se déplacer et de se rendre chez le notaire. Ariane Joris, responsable de l'estate planning au sein de la banque de Grove Petercam, répondra à une série de questions et ce, de la manière la plus pratique possible. Bonjour Ariane. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce midi pour cette matière intéressante, mais malgré tout très technique. Et on va essayer de la rendre la plus digeste possible pour vous mettre en appétit pour le déjeuner qui s'en suivra. Ariane, à partir de quand doit-on considérer que l'on n'est plus capable de prendre des décisions relatives à son patrimoine ou à sa personne? Ou en d'autres termes, à partir de quand est-on considéré comme incapable? C'est évidemment la question fondamentale à se poser quand on aborde la question du mandat et donc de sa représentation lorsqu'on sera incapable. Juridiquement, la loi estime qu'on est incapable lorsque, en raison de son état de santé, on est hors d'état d'assumer soi-même, comme il se doit, la gestion de ses intérêts patrimoniaux, donc son patrimoine, ou de ses intérêts non patrimoniaux, sa personne. Donc, en d'autres mots, quand on n'est plus à même de pouvoir gérer en adéquation tout ou partie de son patrimoine et ou de sa personne. Alors, si juridiquement, la définition est plus ou moins claire, pratiquement, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des situations évidentes. On pense malheureusement à ces situations qu'on a connues pendant et qu'on connaît encore pendant le coronavirus, où on rentre aux soins intensifs, on est dans le coma, on était capable un jour, on ne l'est plus le lendemain. C'est une situation évidente et il n'y a pas de discussion. On pense aussi à la situation d'une rupture d'anévrisme où voilà, on était capable un jour et le lendemain, on peut se retrouver en état de mort cérébrale ou en tout cas avec un cerveau très atteint qui ne permet plus de fonctionner correctement. Mais force est de constater que dans la pratique, les situations sont souvent moins évidentes et que c'est une évolution lente, par exemple liée à une vieillesse, par exemple liée à une situation d'Alzheimer, où finalement, ce n'est pas un jour on est capable de tout faire et le lendemain on n'est plus capable de rien. Et ce n'est pas toujours facile finalement d'estimer à partir de quand une personne devient véritablement incapable. Et on peut être à un moment donné capable de faire certaines choses et incapable de faire d'autres choses. Et puis par après, on peut être devenu incapable de tout faire. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas forcément figée dans le temps et qui très souvent est évolutive. Donc tu nous expliques que l'incapacité est difficile à déterminer, ou à tout le moins le moment où on devient incapable. L'intervention d'un juge est-elle donc toujours nécessaire? Alors, pas forcément. Soit on n'a rien prévu, on n'a rien anticipé, et effectivement, à ce moment-là, un juge est toujours nécessaire. Et c'est le juge qui, sur base de médecins et notamment de certificats médicaux, va déterminer ce que la personne est capable de faire et n'est plus capable de faire. Et donc, le juge saisit à la requête de toute personne intéressée, voire même de la personne qui se sent devenir incapable elle-même, voire des membres de la famille proche de cette personne, va se prononcer et va énumérer tous les actes qu'elle estime que la personne n'est plus capable de poser. Si les actes ne sont pas prévus dans la décision, c'est que le juge estime que la personne est encore capable de les poser. Et donc, le juge, pour tous les actes où il va estimer que la personne n'est plus capable de les poser, va désigner un administrateur qui va donc soit assister la personne qui n'est plus capable de poser seule ses actes, on parle alors de mesures d'assistance, soit va se substituer à la personne devenue incapable et l'administrateur va alors poser les actes à la place de la personne. C'est ce qu'on appelle la mesure de représentation. Dans les deux cas, on parle de protection judiciaire, puisque donc c'est le juge qui va constater l'incapacité, qui va clairement déterminer quels sont les actes pour lesquels la personne est incapable et qui va
prononcer une mesure de protection en désignant un administrateur qui va soit assister, soit représenter la personne pour ce faire. Mais depuis 2014, la loi permet aussi maintenant à tout un chacun, au moment où il est encore capable, d'anticiper la situation où il sera devenu incapable, où il deviendrait incapable. C'est ce qu'on appelle le mandat extrajudiciaire. C'est quoi? C'est un document par lequel la personne, le mandant, va donner un pouvoir à une autre personne, le mandataire, celui qui reçoit le pouvoir, de poser certains actes énumérés dans un document qui s'appelle le mandat. Et le document qui représente ce mandat est même appelé procuration. Et donc, finalement, dans ce mandat qu'on appelle extrajudiciaire, par opposition à la protection judiciaire que je viens d'aborder, dans ce mandat, c'est le mandant lui-même, c'est la personne elle-même, quand elle est encore capable, qui va déterminer finalement quels sont les pouvoirs que le mandataire aura le jour où il est incapable. Et donc, c'est le mandant lui-même qui va devoir déterminer quand finalement ce mandat entrera en vigueur et à partir de quand il estimera éventuellement qu'il est devenu incapable. Nous avons donc deux hypothèses. Soit on est prévu et donc l'intervention du juge est nécessaire, soit on a pu anticiper l'incapacité et dans ce cas, elle n'est pas toujours obligatoire. Hormis l'intervention du juge, y a-t-il d'autres différences entre la protection judiciaire et extrajudiciaire? Les pouvoirs donnés au mandataire peuvent-ils être différents? Peux-tu nous en dire plus sur la portée du mandat? Alors, au niveau du contenu et donc des actes qu'on peut prévoir dans une protection judiciaire ou dans une protection extrajudiciaire, c'est-à-dire dans le mandat, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire dans les deux cas, on peut prévoir, et certainement dans le cas du mandat, on va être attentif à ça, on peut prévoir que le mandataire va pouvoir poser des actes par rapport au patrimoine de la personne, donc les intérêts patrimoniaux, donc prévoir qu'il pourra continuer à gérer les avoirs mobiliers, immobiliers, poser les actes de gestion journalière et autres, mais également prévoir des actes relatifs à la personne elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, quelque chose qui touche à la personne elle-même, c'est son lieu de résidence. Ainsi, on peut donner le pouvoir au mandataire que le moment venu, on sera devenu incapable, que ce sera lui qui va décider de où on va vivre. Est-ce qu'on reste dans sa maison, son appartement ou son lieu de vie? Le cas échéant, accompagner des personnes adéquates pour qu'on puisse continuer à bien fonctionner au sein de son habitation? Ou au contraire, est-ce qu'à un moment donné, le mandataire pourra décider de mettre la personne dans une demeure plus appropriée, comme par exemple une résidence-service, voire même placer la personne dans une maison de repos. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui touche vraiment à la personne et pas à son patrimoine. Un autre exemple de mesure qui touche à la personne, c'est tout ce qu'on appelle les droits du patient. Très généralement, quand une personne est en situation d'incapacité, elle est atteinte de maladie. D'ailleurs, la loi dit bien que c'est en raison de son état de santé qu'on n'est plus en état de gérer son patrimoine ou sa personne. Et donc, dans ce cadre-là, avoir accès au dossier médical et pouvoir prendre les décisions par rapport au traitement sont fondamentales. Et la personne devenue incapable n'a pas toujours encore la possibilité de pouvoir prendre ces décisions. Il est tout à fait possible de pouvoir, dans un mandat, donner le droit au mandataire d'avoir accès au dossier médical et de pouvoir exercer les droits du patient pour que finalement, cette personne puisse prendre les bonnes décisions par rapport aux soins à apporter à la personne incapable. Mais donc, on voit qu'on peut aller très loin. On peut aller d'une part sur des mesures par rapport au patrimoine, mais également par rapport à la personne. À t'écouter, on se rend compte que la personne à qui l'on donne le mandat pourrait prendre d'importantes décisions si l'on devenait incapable. Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même mettre une nuance à cela. C'est que finalement, dans le mandat, comme on l'a dit, c'est fonction de ce que le mandant décide. On pourrait très bien avoir un mandat qui est limité à des actes de gestion journalière, par exemple, et donc prévoir que le mandataire pourra percevoir des rémunérations pour autant qu'elles ne sont pas trop importantes, pouvoir faire des paiements qui, par exemple, n'excèdent pas 100 € par semaine, pouvoir aller chercher du courrier à la poste, et ainsi de suite. C'est des choses qui touchent au patrimoine, mais qui finalement ne sont peut-être pas si essentielles. Mais on peut avoir un mandant qui souhaite aller beaucoup plus loin, qui souhaite donner les pleins pouvoirs au mandataire pour qu'il puisse vraiment assurer la continuité de la gestion de son patrimoine totalement en lieu et place
de lui-même s'il devenait incapable. Et à ce moment-là, on peut prévoir des actes qui touchent aux immeubles, acheter ou vendre des immeubles. On peut prévoir des actes importants par rapport au patrimoine mobilier, décider de changer totalement ou partiellement les investissements, de changer un profil d'investissement pour des avoirs bancaires et passer vers un profil plus à risque ou moins à risque. On peut également même aller jusqu'à prévoir des mesures permettant de donner tout ou partie du patrimoine. Et donc, effectivement, Laurence, on se rend compte que le mandataire, si c'est le souhait du mandant et qu'il le prévoit dans le mandat, peut aller très, très loin, d'où l'importance, évidemment, de bien choisir le mandataire. Merci pour ta confirmation que le mandataire peut avoir des pouvoirs très importants, mais à partir de quand peut-il poser ses actes? Alors, quand on est en position extrajudiciaire, donc dans le mandat, c'est de nouveau le mandat lui-même, le mandant lui-même, pardon, qui va déterminer quand va entrer en vigueur le mandat et donc à partir de quand le mandataire pourra poser ses actes. Et là, il y a deux grandes options possibles. Soit le mandant décide que son mandat va entrer en vigueur à une date différée, ultérieure dans le temps, par exemple, quand il sera incapable, ou par exemple, à un moment déterminé, quand il rentrera dans maison de repos, par exemple. Alors, si je prends cette seconde hypothèse, le fait de quand on rentre en maison de repos, ça a le mérite de la simplicité, c'est un fait clair et qui permet d'éviter toute discussion. Mais à l'inverse, la notion d'incapacité et la notion de résidence ou de maison de repos ne correspondent pas forcément. On peut avoir quelqu'un qui est incapable et qui n'ira jamais en maison de repos, et on peut avoir quelqu'un qui est capable mais qui ne souhaite plus rester chez lui et qui va en maison de repos. Et donc, généralement, on voit alors que si le but est de faire entrer ultérieurement le mandat en vigueur, on va avoir égard à cette notion d'incapacité et on va prévoir que le mandat entre en vigueur au moment où on sera incapable. Comment on va faire constater cette incapacité? Différentes clauses possibles. Généralement, on voit que ça devrait être constaté par des médecins, mais on attire quand même l'attention de ceux qui nous écoutent que les médecins ne sont pas toujours très enclins et ne sont pas toujours, ont pas toujours très envie de rédiger et de remettre un certificat médical qui atteste purement et simplement de l'incapacité de la personne. Donc voilà, ce n'est pas si évident que ça d'une part. Et d'autre part, ça suppose aussi d'avoir et de trouver voilà, les bonnes personnes pour pouvoir avoir les bons certificats. Et donc, on voit aussi que parfois, on s'en remet au juge et qu'on prévoit dans le mandat que ce sera le juge qui va déterminer le moment où on sera incapable ou non. Et donc, pour éviter ces discussions, d'une part, pour aussi permettre l'entrée en vigueur immédiate du mandat, parce que parfois, il y a des actes urgents à poser quand la personne se retrouve en situation d'incapacité et on n'a pas envie d'attendre, de devoir aller chez le juge, de devoir trouver des médecins et autres. On souhaite une entrée immédiate et efficace. On a envie de pouvoir prévoir que le mandat entre immédiatement en vigueur. C'est d'autant plus important qu'à l'égard des tiers de bonne foi, c'est-à-dire des personnes non parties au contrat, par exemple les institutions financières, elles ne vont pas avoir l'obligation, si le mandat entre en vigueur de manière différée, ultérieure, de vérifier les conditions de l'entrée en vigueur du mandat. Donc, je m'explique, une banque n'a pas l'obligation de, par exemple, demander au mandataire qui se présente avec la procuration qu'on lui présente les certificats médicaux. D'ailleurs, ils sont couverts par le secret médical. Ils n'ont pas, la banque ou autre tiers n'a pas non plus l'obligation, par exemple, de demander une décision de justice. Et donc, en fait, tout tiers de bonne foi, quand un mandataire va se présenter à lui pour exécuter et poser des actes, eh ben, le tiers va pouvoir les exécuter directement, finalement, que le mandat soit entré ou non immédiatement en vigueur. Et donc, c'est quand même une grande réserve à mettre en avant si on veut prévoir une entrée en vigueur différée. Il faut se rendre compte que dans la pratique, par rapport au tiers, il peut quand même avoir des actes qui seront posés néanmoins avant. Et donc, ça amène beaucoup de personnes à faire entrer le mandat en vigueur de manière immédiate. Ça ne veut pas dire que du coup, le mandat ne pourra plus gérer son patrimoine, bien au contraire, il pourra continuer à faire tout exactement comme il le fait. C'est juste que le mandataire, lui aussi, pourra poser des actes,
toujours bien sûr en communication, en adéquation avec le mandant, et que donc tant que le mandant va bien, ben, le mandataire n'aura rien à faire. Et si au fur et à mesure que les années passent et que l'État évolue, si à un moment donné le mandataire se rend compte que le mandant n'est peut-être plus tout à fait à même de pouvoir poser tous les actes qu'il souhaite poser, ben, à ce moment-là, il pourra directement, sans qu'aucune formalité doive être faite, commencer à poser les actes et donc petit à petit à se substituer au mandant qui commence à devenir incapable. Ariane, tu viens de nous conseiller qu'il serait peut-être prudent que le juge de paix intervienne pour constater l'incapacité. Mais si c'est le juge qui constate l'incapacité, est-ce qu'on tombe dans la protection judiciaire ou on peut conserver le mandat? Alors, si dans le cadre du mandat, on veut faire constater l'incapacité par le juge va être saisi de cette demande et va se prononcer sur l'incapacité de la personne. Soit le juge constate que la personne est incapable et que le mandat tel qu'il a été rédigé par le mandant répond parfaitement aux besoins du mandant. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. On reste dans une protection extrajudiciaire. Et donc, c'est le mandat tel que rédigé par le mandant qui va sortir pleinement ses effets et le mandataire pourra donc parfaitement agir conformément à ce qui est prévu dans le mandat. Mais parfois, le juge de paix va malheureusement devoir constater que l'état d'incapacité de la personne va bien au-delà de ce qui a été prévu dans le mandat et que donc celui-ci ne suffit pas ou qu'il est incomplet par rapport à certaines situations. Et à ce moment-là, il va s'écarter du mandat et il va désigner un administrateur qui, le cas échéant, sera la même que le mandataire désigné par le mandant et va prévoir lui-même tous les actes que cet administrateur pourra poser au nom et pour compte du mandant ou donc la personne devenue incapable, ou qu'il devra assister la personne pour pouvoir poser ses actes. Donc, si rien n'est prévu ou que le juge estime que le mandataire n'est pas apte à représenter le mandant, on tombe dans la protection judiciaire. Mais qui le juge peut-il nommer comme administrateur? Alors, le juge peut nommer la personne qu'il estime la plus adéquate pour effectuer cette fonction. Ça peut être tant des personnes de la famille qu'éventuellement un professionnel et typiquement alors un avocat. Maintenant, on peut avoir une combinaison des deux. Le juge de paix pourrait très bien désigner une personne, un membre proche de la famille pour gérer les intérêts personnels de la personne incapable, et puis un professionnel pour gérer un patrimoine, par exemple, complexe ou important. De manière générale, le juge de paix va toujours prioritairement choisir des membres de la famille. Et s'il y a énormément d'éléments et que c'est très complexe, il pourra même choisir plusieurs membres de la famille. Mais donc, on voit que différentes solutions sont possibles. Un membre de la famille, plusieurs membres de la famille, membres de la famille et un professionnel, plusieurs professionnels ou que des professionnels. Donc voilà, c'est un peu fonction de chaque situation et c'est le juge qui décidera ce qui lui semble le plus adéquat en fonction de la situation de la personne. Justement, si j'ai pas envie que ce soit le juge qui choisisse l'administrateur, peut-on désigner soi-même la personne qu'on aimerait que le juge nomme comme administrateur? Oui, lorsqu'on est encore capable, et c'est très important, donc il faut de nouveau anticiper cette situation, toute personne peut faire une déclaration tant chez son notaire que chez le juge de paix, dans lequel il désigne la personne qu'il souhaite voir désigner administrateur par le juge si un jour il devait devenir incapable. Est-ce que ça veut dire qu'on a une garantie dans ce cas-là que le juge va désigner cette personne? Non. Le moment venu, le juge, si une déclaration a été faite, va prendre connaissance de cette déclaration et va vérifier si cette personne désignée par la personne devenue incapable est toujours en mesure de pouvoir assurer la représentation de la personne devenue incapable. Et donc, par exemple, si entre-temps, cette personne désignée par la personne devenue incapable est elle-même devenue incapable, ou est décédée, ou se retrouve à des kilomètres parce qu'elle a déménagé et elle est à l'étranger, eh ben, le juge va pouvoir s'écarter et désigner la personne à ce moment-là que lui estime plus adéquate, mais il devra toujours justifier. Donc, pour pouvoir s'écarter du choix de la personne désignée par la personne devenue incapable, il devra toujours expliquer pourquoi il s'en explique. Et donc, en principe, quand on prend et qu'on fait une déclaration, ce qu'on appelle de préférence, on choisit la personne qu'on souhaite voir désignée, en principe, toujours les juges essayent au maximum de suivre ce souhait, et ce n'est que vraiment en cas d'empêchement qu'ils s'en écarteront. Et si au contraire on a choisi d'éviter la voie judiciaire et de rédiger un mandat extra-judiciaire, peut-on nommer qui on souhaite et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mandataires?
Alors oui, ça évidemment, quand on rédige soi-même son mandat, on choisit la personne qu'on souhaite. La seule condition, et c'est une évidence, c'est que cette personne soit elle-même capable, parce qu'on voit mal quelqu'un qui est capable de donner mandat à un incapable. Mais sous réserve du fait que cette personne mandataire doit elle-même être capable, on peut choisir qui on souhaite. Donc de nouveau, tant un membre de la famille qu'un professionnel. Maintenant, on constate quand même dans le cadre du mandat extrajudiciaire que dans la plupart des cas, on choisit des membres de la famille. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être plusieurs personnes et qui agissent seules ou conjointement. Typiquement, par exemple, quand des époux sont mariés, on constate que chaque époux se donne réciproquement mandat de pouvoir représenter l'autre lorsqu'il deviendra incapable. Mais on pourrait aussi choisir d'autres membres de la famille qui pourraient agir seuls, chacun séparément ou au contraire ensemble, notamment pour des décisions qui seraient plus importantes. Tu nous as dit plutôt qu'avec le mandat extrajudiciaire, on pouvait éviter l'intervention d'un juge. Cela veut-il dire que toute personne peut rédiger elle-même les clauses d'un mandat extrajudiciaire? Oui, effectivement. Quand on est dans le mandat extrajudiciaire et que donc on anticipe cette situation, la loi n'exige l'intervention d'aucun professionnel et donc on peut très bien rédiger un mandat extrajudiciaire sous forme qu'on dit sous seing privé, c'est-à-dire un écrit signé par les parties. La seule exigence que impose la loi pour que ce document puisse sortir ses effets au moment où le mandant deviendra incapable, c'est que ce document soit enregistré au registre des contrats de mandat tenus auprès de la Fédération des notaires. Mais donc, pour autant que ce document soit inscrit au sein du registre, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de faire appel à un notaire ou à un juge ou à un autre professionnel. Maintenant, il y a des nuances à apporter à cela. La première chose, c'est que certains actes, par exemple tout ce qui touche aux immeubles, suppose nécessairement un acte authentique. Donc, par exemple, si on veut acheter un immeuble et que le mandataire se présente avec une procuration pas passer devant le notaire, eh ben, elle va être refusée. On va dire pour les immeubles, ça doit être authentique. Et donc, on conseille très généralement de faire le mandat devant un notaire pour qu'il ait la forme authentique et notamment donc de pouvoir garantir l'exécution de tous les actes qui seraient prévus dans le mandat. En outre, ça donne aussi la garantie que ce document soit enregistré au registre des contrats de mandat auprès de la Fédération des notaires. Et en outre, le notaire va aussi attester de la capacité. Donc, au moment où le mandat va signer le document devant lui, il va pouvoir attester du fait qu'il est bien capable. Et donc, ça peut aussi permettre d'éviter certaines discussions sur le fait que est-ce que le mandat, quand il a signé le document, était encore ou non capable de poser un tel acte. Et donc, on se rend compte que le notaire facilite beaucoup de choses et certainement aussi de judicieux conseils dans la rédaction de cet acte quand même très complexe. Donc, il s'agit bien d'un acte complexe, mais à titre d'exemple, pourrais-tu nous donner quelles tâches peuvent être exercées par le mandataire au nom du mandant? Alors, comme je l'ai déjà dit, finalement, tout dépend de ce que le mandant souhaite, mais en soi, tout pourrait être prévu dans un mandat. Alors, nous, de notre pratique, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout ce qui concerne la gestion journalière du patrimoine du mandant sont repris. Donc, typiquement, pouvoir percevoir les revenus, percevoir les revenus de remplacement également, pouvoir procéder à différents paiements, éventuellement certaines dettes, de pouvoir également prendre toutes les mesures par rapport aux institutions financières, donc ouvrir des comptes, mettre en place des heures permanents, modifier des profils de gestion, procéder à des investissements, voilà, toutes des choses très très larges par rapport à la gestion du patrimoine mobilier. Également, évidemment, et ça par rapport à notre matière, ça, on est particulièrement attentif à ça, tout ce qui touche à la planification patrimoniale, donc notamment par rapport au contrat de mariage, de pouvoir éventuellement adapter son contrat pour pouvoir l'adapter à une situation qui conviendrait mieux dans le cas d'une planification successorale, mais également pouvoir éventuellement procéder à des donations. Donc, on peut très bien prévoir dans un mandat, si tel est le souhait évidemment du mandant, que le mandataire pourra procéder à des donations en faveur de qui, il faut préciser, pour quel montant, quelle proportion, c'est indiqué aussi,
selon quelle modalité. Par exemple, je souhaite donner, le moment venu, si j'ai encore au moins autant de patrimoine, tel montant en faveur de telle personne en nue propriété avec réserve d'usufruit, avec éventuellement une charge de rente ou autre. Et donc, on peut aller vraiment très, très loin dans un mandat extrajudiciaire pour se garantir finalement la mise en œuvre d'une planification successorale sur le long terme, et ce même si un jour on devait devenir incapable. En effet, les pouvoirs du mandataire sont très étendus, mais peut-il vraiment tout faire? Non, c'est exact, Laurence. J'ai peut-être été un peu trop ambitieuse. Il y a certains actes qui touchent imminemment à la personne et ça, il est évident que ça ne peut pas être prévu dans un mandat. Je m'explique. Par exemple, le fait de se marier, de donner son consentement pour se marier, ou bien on est encore capable, et bien sûr on peut se marier, ou on est devenu incapable et personne ne peut, à la place de quelqu'un, donner le consentement de se marier. Même chose, par exemple, pour une cohabitation légale, où on est capable de se mettre en cohabitation et on peut signer des documents adéquats, ou bien on n'est plus capable et on n'ira jamais en cohabitation légale. On ne peut pas demander à quelqu'un de signer ces documents en lieu et place. Ça touche évidemment à une vie sentimentale et à quelque chose que quelqu'un ne peut pas substituer à soi-même. Même chose aussi, par exemple, pour les actes d'adoption. Si on a élevé quelqu'un comme son propre enfant, à terme, on souhaite l'adopter, soit on est encore capable, on peut prendre les démarches en ce sens, soit on n'est plus capable et il est évident que l'acte d'adoption touche à l'intimité même de la relation et des personnes et que quelqu'un ne peut pas se substituer pour poser tel acte. La loi énumère un certain nombre d'actes encore que donc on ne peut pas poser à la place de quelqu'un et que donc on ne peut pas prévoir dans un mandat. Je pense encore par exemple au testament. On ne peut pas non plus demander à quelqu'un de rédiger à sa place un testament parce que personne ne peut se substituer à ses souhaits. Soit on est capable de les exprimer et on peut rédiger un testament, soit on n'est plus capable et il n'y aura jamais de testament. Imaginons maintenant que le mandataire choisi par le mandant soit lui aussi frappé d'incapacité ou décédé. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, si le moment venu, lorsque le mandant pardon, devient incapable et que le mandataire, à son tour, souhaite poser les actes, mais lui aussi dans une situation d'incapacité, ben, il ne pourra pas les poser. Et donc, finalement, il faudra référer au juge de paix pour qu'à son tour, lui nomme quelqu'un de capable. Et donc, pour éviter de devoir enfin non, pas retourner, pardon, de devoir aller devant le juge et pouvoir justement continuer la mise en œuvre et l'exécution de ce mandat sans devoir passer par le juge, c'est évidemment tout l'intérêt du mandat extrajudiciaire, on peut, dans le mandat, prévoir des mandataires en premier rang et puis des mandataires subsidiaires. Et donc, typiquement, ce qu'on rencontre dans la pratique, c'est de nouveau des époux qui se donnent un mandat réciproque pour la gestion de leur patrimoine et de leurs affaires en général lorsque l'un devrait devenir incapable. Et puis, si l'autre devait aussi devenir incapable ou devait décéder, eh bien, on voit qu'à titre subsidiaire, c'est les enfants qu'on va désigner mandataires. Et là, de nouveau, on pourra prévoir que jusqu'à un certain mandat, ils pourront tous agir seuls séparément. Chaque enfant pourra signer certains documents, aller faire des courses, retirer de l'argent à concurrent certains montants auprès d'une banque. Et puis, par contre, pour les actes plus importants, comme vendre une maison, procéder à des investissements importants, procéder à des donations, eh ben là, on demandera le consentement de tous les enfants ensemble et donc, ils devront donc agir conjointement. Mais donc, voilà, soit on a prévu l'hypothèse de l'incapacité du mandataire et en prévoyant un mandataire subsidiaire, et alors, pas de souci, ou bien on n'a rien prévu et dès le moment où le mandataire sera incapable, le juge devra de nouveau intervenir ou intervenir. Toujours dans le souci d'avoir un mandat complet et précis, comme tu nous l'as conseillé, pour ne pas avoir d'intervention du juge, que prévoir en cas de conflit d'intérêts? Je vise par là l'hypothèse où un mandataire, au nom et pour le compte du mandant, pardon, devrait procéder à une donation, mais en sa faveur. Alors, c'est une problématique que l'on rencontre assez souvent, justement, comme tu viens de le dire, en cas de donation, Laurence. Et c'est ce qu'on appelle donc le conflit d'intérêt, c'est le fait qu'une même personne ne peut pas avoir la double casquette. Donc, on ne peut pas à la fois représenter la personne qui veut donner, et donc d'être le donateur, et puis en même temps d'être le donateur, et donc finalement de se faire une donation à soi-même.
Alors, de nouveau, ou bien le mandat a prévu cette situation de conflit d'intérêt, et quand le mandataire est dans une situation de conflit d'intérêt, le mandat prévoit expressément l'intervention d'une autre personne, ce qu'on appelle un mandataire ad hoc, et donc c'est à ce moment-là, cette personne-là qui posera l'acte le moment où le mandataire principal est en situation de conflit d'intérêt. Mais à nouveau, si on n'a rien prévu, le mandataire ne pourra pas poser l'acte et il faudra en référer au juge de paix qui devra estimer si oui ou non l'acte peut être posé et si oui, par qui. Et ce sera donc un mandataire à ce moment-là ou un administrateur plus exactement désigné par le juge qui posera l'acte. Une autre inquiétude que pourrait avoir le mandant est de s'assurer que le mandataire n'abuse pas du mandat extrajudiciaire et qui ne confonde pas, par exemple, son portefeuille et celui du mandant. C'est évidemment une des préoccupations principales qu'ont les gens quand ils abordent la question du mandat. Et là, il faut distinguer différentes solutions et hypothèses. La première, c'est l'hypothèse dans laquelle le mandat entre en vigueur immédiatement. Il est évident qu'à ce moment-là, le mandant a encore toute sa tête, toutes ses compétences et donc peut déjà discuter avec son mandataire et voir qu'il ne pose pas d'acte sans son consentement et que s'il pose des actes alors qu'il n'a pas donné son consentement et qui sont contraires à ses intérêts, ben, il pourra dire ben, tu as dépassé les limites, je révoque mon mandat. C'est une situation évidente. Maintenant, lorsque le mandat entre de manière différée dans le temps, donc au moment où la personne sera incapable, ou bien s'il est entré en vigueur immédiatement, mais qu'entre-temps la personne est devenue incapable, bien évidemment, le mandant ne sera plus à même de pouvoir vérifier si les actes posés sont en adéquation avec ce qu'il a prévu et avec ce qu'il souhaite. Et à ce moment-là, la pratique montre qu'il y a différents garde-fous qu'on peut mettre en place. La première, c'est par exemple, comme on en a déjà parlé plus haut, c'est de désigner plusieurs mandataires qui donc pour des petits montants, des petites opérations pourraient agir chacun séparément, mais qui pour des opérations plus importantes doivent agir conjointement et donc finalement chaque mandataire est le garde-fou de l'autre ou des autres. Une autre possibilité que la loi permet également, c'est de désigner une personne de confiance. Alors, la personne de confiance, à la différence du mandataire, ne pourra jamais poser aucun acte pour compte du mandant. Mais par contre, elle devra régulièrement prendre contact avec le mandataire, vérifier les actes posés et bien voir si ces actes sont toujours en adéquation avec ce que le mandat permet de faire et avec les souhaits ou du moins la philosophie que le mandant avait à l'esprit quand il a rédigé ce mandat. Et donc, ça permet d'avoir une personne qui ne pose pas d'acte, mais qui a quand même un regard sur ce que fait le mandataire. Et puis enfin, je dirais, c'est le devoir de chacun de nous. La loi permet à toute personne qui constate qu'un mandataire dépasse ses pouvoirs ou abuserait du mandat de pouvoir toujours saisir le juge. Et à ce moment-là, c'est le juge qui va vérifier si le mandataire respecte bien ses obligations ou non. Et le cas échéant, révoquera le mandat et prononcera alors une mesure de protection judiciaire pour désigner un administrateur qui gérera en adéquation la personne et le patrimoine de la personne devenue incapable. Dernière question, Ariane. Selon toi, le mandat extrajudiciaire est-il souvent utilisé? Alors oui, le mandat extrajudiciaire est un outil qui a connu d'année en année de plus en plus de succès. Et pour vous donner une idée, en 2019, c'est pas moins de 150 mandats extrajudiciaires qui ont été signés par jour. Et en 2020, ça sera sans doute même encore plus, puisque malheureusement, la situation du coronavirus a encore augmenté l'intérêt vers le mandat extrajudiciaire, puisque certainement début du mois de mars et courant du mois de mars, quand les hospitalisations ont augmenté et qu'on a commencé à voir des personnes transférées intensifs et mis en coma, beaucoup de personnes sont évidemment inquiétées de ne pas avoir mis ou prévu des dispositions en cas d'incapacité et donc ont en urgence été voir leur notaire pour pouvoir mettre en place un mandat extrajudiciaire. Et nous-mêmes, à cet égard, on a été confrontés à de nombreuses questions à ce sujet dans ces derniers mois, dernières semaines compliquées compte tenu du coronavirus. Donc oui, c'est vraiment un outil très utilisé et qui a connu un grand succès, si je puis m'exprimer ainsi.
Merci Ariane, tu nous as convaincus de l'intérêt du mandat extrajudiciaire que l'on appelle aussi le testament de vie. Si on devait retenir 5 points de ce webinaire, quels seraient-ils? Alors, pour retenir 5 points, je vais me permettre d'utiliser un slide que normalement vous devez tous voir. La première chose, et c'est fondamental, c'est que pouvoir rédiger un mandat extrajudiciaire, il faut être capable. Donc, le mandat extrajudiciaire a justement pour but d'anticiper une situation d'incapacité, puisque si on n'anticipe pas, alors on tombe dans la protection judiciaire. Et donc, tout le but du mandat extrajudiciaire est de justement éviter de devoir avoir recours au juge ou du moins de tomber dans la protection judiciaire. Et donc, la première chose, c'est qu'on doit être capable et donc d'anticiper la situation. La deuxième chose, c'est l'étendue du mandat. On peut poser ou prévoir dans le mandat des actes qui portent tant sur le patrimoine que sur la personne elle-même. Comme je vous l'ai indiqué, le mandataire ne pourra poser que les actes qui sont expressément prévus dans le mandat. Donc, il faut être très attentif à la rédaction du mandat et être à la fois précis, mais complet, puisque tout ce qui n'est pas prévu ne pourra être posé. Et donc, on peut avoir des actes tant qui portent sur le patrimoine que sur la personne. Évidemment, il faut avoir une attention particulière sur la personne que l'on choisit, sur le mandataire que l'on choisit, qui doit évidemment être une personne en qui on a confiance. Ça peut être un professionnel, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes, une personne pour gérer les intérêts personnels, une autre pour gérer le patrimoine, ou bien plusieurs personnes pour gérer le tout, qui peuvent chacune agir seule individuellement ou agir ensemble. Toujours dans les personnes, on peut choisir un mandataire, mais aussi on peut également choisir une personne de confiance pour assurer un plus grand contrôle sur le mandataire si tel est le souhait. Quatrième point fondamental, c'est évidemment l'enregistrement au registre des contrats de mandat, puisque à défaut d'enregistrement, le moment venu, quand la personne va devenir incapable, on ne pourra pas poser et on ne pourra pas sortir les effets du mandat s'il n'a pas été enregistré. Donc, ça, c'est un acte fondamental qui sera fait par le notaire si le mandat est notarié, mais il ne doit pas d'office l'être. Et puis enfin, il faudra avoir égard à l'entrée en vigueur du mandat. Donc, chaque mandant devra se poser la question de savoir s'il souhaite que le mandat entre en vigueur immédiatement ou au contraire qu'il entre de manière différée. Et donc, ça, c'est vraiment en fonction du souhait de chacun avec les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et donc, comme on le voit, le mandat extrajudiciaire est vraiment un outil fondamental de la planification patrimoniale puisqu'il permet de garantir à une personne que même lorsqu'il sera incapable, ses intérêts seront bien gérés. Et pour avoir égard peut-être plus à notre pratique en tant qu'estate planeur, c'est évidemment un outil qu'on utilise énormément dans le cadre de planification successorale, puisque tout le monde n'a pas forcément envie de donner une partie importante de son patrimoine immédiatement, mais généralement, les personnes souhaitent pouvoir se réserver cette faculté jusqu'au dernier moment, et ce même si elles sont en situation d'incapacité. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, le mandat est très utile. Bien sûr, comme tout outil de la planification patrimoniale, c'est un document qu'il faut revoir périodiquement pour toujours bien s'assurer que ce soit en adéquation avec les souhaits qui peuvent évoluer dans le temps. En tant que jeune, on ne peut pas forcément avoir envie de donner un patrimoine, mais on pourrait le vouloir plus tard. Que les actes posés sont toujours en adéquation avec le patrimoine. Quand on est plus jeune, parfois on a l'occasion d'avoir déjà un peu d'économies, mais ces économies professionnelles peuvent devenir de plus en plus importantes avec le temps. Et parfois, malheureusement, on a entre-temps perdu des parents, mais du coup, on a parfois aussi hérité. Et donc, il y a un patrimoine plus important à devoir gérer et administrer, éventuellement d'autres actes à poser. Et puis, la situation familiale peut aussi avoir évolué. On peut très bien avoir donné un mandat à son époux, puis 10 années plus tard avoir divorcé. Il est évident que généralement, l'ex-époux n'est pas la meilleure personne pour pouvoir gérer la situation de l'époux devenu incapable. Et donc, voilà, un outil vraiment à revoir périodiquement par rapport à ses souhaits, son patrimoine et sa situation familiale qui évolue dans le temps. Merci beaucoup Ariane. Je vois qu'il est midi 24. Je propose alors de prendre une question des auditeurs.
En fait, plusieurs questions étaient relatives au nombre de mandataires. Si on prévoit plusieurs personnes, est-ce qu'il faut des mandats spécifiques, différents, ou bien est-ce qu'on peut mettre tous les pouvoirs des mandataires dans un seul et même acte? C'est une très bonne question. Alors, tout peut être fait dans un seul et même acte. Donc, on va avoir un document où c'est le mandant qui va énumérer les actes et l'identité des mandataires qui pourront poser chacun certains actes ou des actes ensemble, avec quel pouvoir, quand les premiers mandataires devraient être en situation d'incapacité ou de conflit d'intérêt ou autre, à ce moment-là, quels sont les seconds mandataires subsidiaires qui pourront se présenter. Et donc, il ne faut pas avoir plusieurs actes, on peut tout prévoir dans un seul et même acte, mais bien sûr, il faudrait être attentif dans ce cadre-là à bien préciser qui peut faire quoi et à quel moment, donc dans quelle hypothèse, mais c'est un seul et même document qui pourra être utilisé. Merci Ariane. Donc, vous l'aurez compris, votre notaire est sans nul doute la personne la plus adéquate pour rédiger votre mandat extrajudiciaire. Mais bien sûr, bien entendu, si vous voulez plus d'informations, votre private banker et toute l'équipe de l'estate planning restent à votre entière disposition.